Bonjour, est-ce que vous pourrez vous présenter? Bonjour, mon nom c'est Jean-Claude Lafontaine et j'ai 20 ans et je suis un manifestant étudiant qui lutte pour les droits des étudiants dans la France et dans le monde. Et bon Jean-Claude, le public se demande de pourquoi, quel est réellement votre objectif de cette manifestation. Et mon objectif et les objectifs de tous les étudiants est de ne pas être traités comme des enfants face au gouvernement. On veut être important dans les décisions qui sont prises pour nous et notre futur. Et ma deuxième question c'est, est-ce que vous avez un chef ou quelqu'un qui vous guide? Et oui, on a notre chef, notre héros, qui s'appelle Daniel Cohn-Bendit, qui c'est un personnage très important qui a permis euh, les manifestations. Et ma dernière question c'est, est-ce que vous croyez que cela va fonctionner? Personnellement, j'espère que cette manifestation fonctionne. La France connaît le plus important événement de contestation du XXe siècle. Les étudiants se révoltent, les salariés font grève. Les manifestations s'enchaînent tout au long du mois et tournent à l'émeute. Mais que se passe-t-il? Pourquoi les Français sont-ils si en colère? Finalement, quelques années après les événements, on peut répondre à toutes vos questions. Grâce à la division du travail, les entreprises produisent de plus en plus de biens que les Français sont encouragés à acheter par la publicité. Le téléphone, la voiture, la télévision, la radio ou encore la machine à laver se répandent peu à peu dans les foyers, ce que l'on appelle la société de consommation. Malgré les côtés positifs de la croissance économique, de nombreux Français sont insatisfaits. Les uns se sentent exclus parce qu'ils gagnent des salaires trop bas. D'autres sont opposés à la division du travail. Et d'autres encore refusent le poids du patriarcat. Bref, la France s'ennuie. Les jeunes sont les premiers à exprimer leur mécontentement, car non seulement ils s'ennuient, mais en plus, ils s'inquiètent. Ils sont très nombreux. À eux seuls, ils représentent un tiers de la population. Y aura-t-il assez de place pour eux dans les universités devenues trop petites pour bien les accueillir? Et quand ils sortiront diplômés, y aura-t-il assez de travail? Ou se retrouveront-ils au chômage, comme déjà beaucoup d'entre eux? Les étudiants réclament des améliorations, sans résultat. Une première révolte éclate à l'université de Nanterre. Les étudiants à la tête de ce mouvement sont préoccupés par le sort des facultés, mais ont aussi des revendications politiques. Ils sont favorables à l'extrême gauche, critiquent le gouvernement et dénoncent les inégalités sociales. Le 2 mai, près de 150 d'entre eux manifestent et occupent leur université pour exprimer leur colère. En réponse, le chef de l'université fait évacuer le bâtiment, le ferme jusqu'aux examens et coupe court à toute discussion. Toutes les révolutions ont un chef, et celle de mai 68 n'est pas une exception. Donc, c'est qui Daniel Cohn-Bendit? C'est un étudiant de sociologie à la faculté de Nanterre. Communiste et anarchiste, il est très critique à l'égard du gouvernement et devient vite l'un des leaders de la révolte étudiante, à Nanterre puis à Paris. Il se fait connaître des médias qui le surnomment Danny le Rouge, car la couleur rouge symbolise le communisme. Il est expulsé de France le 21 mai 1968 et décide de s'exiler en Allemagne où il s'engage politiquement aux côtés des écologistes. Le lendemain, en soutien aux révoltes de Nanterre, 500 étudiants parisiens occupent à leur tour les salles de la Sorbonne et empêchent les cours d'avoir lieu. Ils sont chassés par la police et certains se font arrêter. Les autres manifestent dans les rues du quartier latin. Les forces de l'ordre réagissent assez brutalement et la situation dégénère. Les étudiants résistent alors en élevant des barricades et en jetant des pavés sur les policiers. La révolte des étudiants à Nanterre et à la Sorbonne n'est qu'un début. Le mois de mai 68 va être marqué par des mouvements de colère répétés et de plus en plus violents.
contestations, manifestations, émeutes, grèves. Le 6 mai, les jeunes arrêtés par la police sont condamnés à prison, ce qui redouble la colère des étudiants. Mais le général de Gaulle demande à la police de rester ferme face aux manifestants. De jour en jour, la tension monte dans les universités et dans certains lycées, à Paris et en province. Le soir du 10 mai, une émeute éclate dans le quartier latin. Les étudiants s'arment de pavés et de cocktails Molotov et s'affrontent violemment la police. Celle-ci répond par des coups de matraque. Bilan, 400 blessés chez les manifestants et 200 chez les policiers, sans compter les chaussées démolies, les voitures incendiées et les vitrines brisées. Très vite, le mouvement de contestation s'étend. L'opinion publique, choquée par la brutalité des policiers, prend parti pour les étudiants révoltés. Les salariés sont de plus en plus solidaires avec eux et certains commencent à organiser des grèves pour les accompagner. À l'occasion des manifestations, jeunes révoltés et salariés en grève se rencontrent. Ils bousculent la vieille tradition et se mettent à rêver, ensemble, d'une société plus moderne, plus sociale et moins patriarcale. Ils critiquent la société de consommation qu'ils estiment responsable des inégalités en France et veulent que le bonheur passe avant la rentabilité des entreprises. En mai 68, les Français en parlaient entre eux de façon inédite. Où? Eh bien, partout, en famille et entre inconnus. Des débats s'organisent spontanément, dans les cafés ou les universités par exemple. Les tabous sont brisés et de nouvelles revendications émergent, comme celle des féministes. Du 29 mai 1968, les révoltes de mai s'essoufflent. Début juin, la reprise du travail et la réouverture des universités s'opèrent lentement. Le 30 juin, les députés gaullistes remportent une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Les révoltés de mai 68 apparaissent alors comme minoritaires et leur mouvement s'éteint. Après un mois de contestation, le retour à l'ordre se fait assez rapidement et sans catastrophe. Ce n'est pas pour autant que mai 68 n'a pas eu de conséquences. Malgré la victoire des gaullistes, le prestige du président Charles de Gaulle a perdu de son éclat. Un an plus tard, le 27 avril 1969, il annonce un référendum sur une ambitieuse réforme autour de la régionalisation et précise qu'il quittera ses fonctions en cas de non majoritaire. C'est ce qui arrive. Le projet est rejeté à 52,41%. Par ce score, les électeurs expriment leur lassitude après 11 ans de présidence gaullienne. Dans sa promesse, le général de Gaulle se retire du pouvoir. Depuis bientôt 30 ans, les événements m'ont imposé en plusieurs graves occasions le devoir d'amener notre pays à assumer son propre destin afin d'empêcher que certains ne s'en chargent malgré lui. J'y suis prêt, cette fois encore. Mais cette fois encore, cette fois surtout, j'ai besoin, oui, j'ai besoin que le peuple français dise qu'il le veut. Or, notre Constitution prévoit justement par quelle voie il peut le faire. C'est la voie la plus directe et la plus démocratique possible, celle du référendum. Compte tenu de la situation tout à fait exceptionnelle où nous sommes, et sur la proposition du gouvernement, j'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État, et d'abord à son chef, un mandat pour la rénovation. Reconstruire l'université en fonction non pas de ses habitudes séculaires, mais des besoins réels de l'évolution du pays et des débouchés effectifs de la jeunesse étudiante dans la société moderne.